Son apparition il y a 3 mois dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux avait suscité une onde d'émotion au Cameroun et au-delà. En août 2023, Dame Antonia Obianoudjou avait été filmée avec en sa possession 9 enfants dans la zone de Magnimen, dans le département du Coupé-Mané-Gomba, dans la région du Sud-Ouest. La dame déclare à l'époque avoir donné naissance à ses enfants à l'hôpital régional de Limbe, dans le Sud-Ouest, avant de se rétracter plus tard, indiquant avoir accouché au Nigeria. Quoi qu'il en soit, le silence des autorités camerounaises et nigérianes au sujet de cette affaire d'accouchement, s'il avait eu lieu, de 9 enfants d'un seul coup, intrigue plus d'un. Car en effet, on compte au bout des doigts le nombre de femmes qui ont d'un seul coup donné naissance à 9 enfants dans le monde. L'histoire d'un accouchement improbable entre Magnimen, Limbe et Oron au Nigeria, c'est l'enquête de cette édition de Affaires non classées sur Equinox Télévision. Tout part de cette vidéo. Nous sommes le 12 août 2023. Avec ses 9 enfants, Antonia Madou Obianoudjou est filmée dans un véhicule dans la région du Sud-Ouest par des populations visiblement admiratives. Chacun essaie de se rapprocher pour voir la maman extraordinaire qui porte 9 enfants, tous fruits de ses entrailles. Dès les jours à venir, les médias sont aux aguets. Normal, il s'agit d'un accouchement exceptionnel. Dans les premiers comptes rendus médiatiques, Antonia Madou Obianoudjou confie aux journalistes avoir accouché à Limbe, dans le Fako, au Sud-Ouest. En tout cas, dans ce reportage réalisé le 17 août par nos confrères de Canal 2. Il suffit à peine, sur ce lit de 2 places, des nonuplés, 6 filles, 3 garçons, nés il y a 3 mois dans la ville de Limbe, au Cameroun. Leur maman que voici, de nationalité nigériane, peut aujourd'hui célébrer ce miracle divin. Je remercie tous ceux qui nous ont encouragés, tous ceux qui nous ont mis dans leurs prières, et j'aimerais dire que rien n'est impossible à Dieu. Ces premières informations jettent le trouble dans l'opinion, au point où le délégué régional de la santé publique du Sud-Ouest, que nous avons rencontré plusieurs semaines plus tard, rend public un communiqué pour préciser qu'aucun accouchement de nonuplé ne s'est déroulé dans sa zone de compétence. Cette affaire de nonuplé, écoutez, j'en ai également pris connaissance sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Et l'information est arrivée dans mon téléphone. J'ai également vu cette affaire dans nos forums WhatsApp dédiés aux questions de santé où on parlait de la découverte d'une femme à Magnimen, dans le Sud-Ouest, ayant 9 enfants, et tout cela a été repris sur les réseaux sociaux. L'un de mes chefs à Yaoundé m'a appelé pour que je vérifie cette information. Nous avons une plateforme régionale et même nationale où les événements et faits relatifs aux formations sanitaires, à l'actualité médicale est posté de façon permanente. Donc, lorsque j'ai été mis au courant de cette information, j'ai contacté l'hôpital où il se disait qu'elle aurait accouché. C'était un hôpital protestant. Donc, j'ai appelé le responsable protestant en charge de la santé dans la zone pour savoir ce qu'il en retourne. Il a immédiatement appelé le chef de la formation sanitaire cité comme ayant abrité cet accouchement. Il a donc demandé à savoir ce qu'il en est. Le responsable de cet hôpital a indiqué qu'il n'avait pas eu ce type d'accouchement à son niveau et qu'il avait simplement entendu parler d'une vidéo qui était partagée sur la toile où on voyait des enfants et une femme avec 9 enfants, mais qu'il n'avait pas vu ni la voiture ni les enfants.
that they saw somebody who was passing by in a bus, and people claimed of the 9 children, but he, as the administrator, never saw the bus and never saw the children. Dans la région du Sud-Ouest, la formation sanitaire a même de réaliser un accouchement de ce niveau de délicatesse. C'est uniquement l'hôpital régional de Limbé, précise le régional de la santé, qui ajoute avoir mené ses investigations pour en avoir le cœur net. I received but another report from a very popular TV station. J'ai reçu également un reportage d'une chaîne de télévision très suivie dans le Sud-Ouest. Ce reportage indiquait cette fois-là que la dame avait accouché à Limbé. Je me suis dit, mais là aussi, il s'agit toujours du Sud-Ouest. Et je me suis dit, comment je fais? Mais je savais que le seul hôpital à mesure de prendre en charge un cas d'un tel niveau, si jamais l'accouchement a effectivement eu lieu, c'est l'hôpital régional de Limbé. Il fallait que j'appelle le directeur de l'hôpital régional de Limbé pour qu'il me donne l'information. Lui également, il a rapidement fait le tour. Et là, il m'est revenu pour me dire qu'il n'y a pas eu ce type d'accouchement dans l'hôpital dont il a la charge. J'ai appelé moi-même le chef du district de santé de Limbé, qui lui également a démenti l'information. Donc, au regard de tous ces éléments, il fallait que je fasse un communiqué pour bien informer les populations qu'il n'y a jamais eu un accouchement de non-nuclé dans ma région, ni aujourd'hui, ni cette semaine, encore moins ces derniers mois. Que se passe-t-il donc dans ce dossier où les choses semblent de plus en plus floues? C'est d'autant que dans le corps médical, on s'interroge sur la fiabilité des affirmations de cette mère qui a par ailleurs confié que ses 9 enfants sont arrivés au monde par voie basse. Autre fait curieux, les médias n'avaient jusque-là pas fait écho d'un accouchement qui a pourtant tout pour faire la une de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Yes, because we came back last week. Nous sommes revenus du Nigeria la semaine dernière. Ce matin, je m'apprête à amener les enfants chez le pédiatre de la famille. Il doit les examiner, oui. J'étais même sur le point de partir quand vous êtes arrivé. Au fil des jours, les reportages dans les médias renforcent le doute et le scepticisme. Entre-temps, Dame Obianoudjou a changé de récit. Elle affirme désormais qu'elle a enfanté non plus dans un hôpital de Limbé, mais plutôt dans une formation sanitaire au Nigeria, dont elle est originaire. Yeah, I put birth at Nigeria on March. Yes. J'ai accouché au Nigeria au mois de mars. 8 mars de cette année. J'ai accouché au Nigeria. Et 3 des enfants n'étaient pas bien portants. Non. 5 d'entre eux avaient des soucis. Les 4 autres se portaient bien. Les 5 qui étaient fragiles sont restés dans la couveuse. Et ils sont restés dans la couveuse pendant 3 mois. Ce n'est qu'après que nous avons demandé de quitter l'hôpital et nous avons donc voyagé. Là, nous sommes donc revenus au Cameroun parce que c'est notre lieu de résidence, précisément ici à Douala. Yes, we came back to our normal base because we live at Cameroon, Douala. Un faisceau d'éléments qui amène Equinox Télévision à déployer une équipe sur place au Nigeria. Sous une pluie battante, nous atterrissons à l'aéroport international Murtala Mohammed de Lagos, la capitale économique du Nigeria. Le temps de quelques formalités, car nous devons repartir pour une toute autre région, ou plus exactement, un autre État, c'est l'État de Akwa Ibom. Un peu plus de 2 heures de vol environ,
et nous sommes sur place. C'est notre atterrissage à l'aéroport international Victor Atta de Akwa Ibom. Nous sommes dans le sud du Nigeria et c'est dans cette région que Madame Antonio Obianuju aurait donné naissance d'un seul coup à 9 enfants au mois de mars 2023. La localité où cet accouchement hors norme se serait produit, c'est à Oran, c'est à une soixantaine de kilomètres de cet aéroport. Equinox Télévision a choisi de vérifier cette information pour vous. Nous y rendons à l'instant. Nous sommes à Uyo, la capitale de l'état de Akwa Ibom, mais ce n'est pas encore l'arrivée. Nous devons refaire un nouveau trajet, cette fois par route. 60 km. La localité où nous nous rendons, c'est ici, Oran, un modeste arrondissement où les populations vivent de pêche, de commerce et d'agriculture. Dans le calme de cette zone côtière, nous devons nous rendre dans la formation hospitalière où Dame Antonia Obianuju dit avoir donné naissance à 9 enfants d'un seul coup. L'hôpital, le voici. C'est l'hôpital général de Ikita, non loin du centre-ville. Sur place, nous sommes reçus par le directeur de l'hôpital, mais ce sera juste pour la courtoisie, puisqu'il se montre particulièrement prudent et se refuse à toute discussion portant sur l'hôpital, dès notre présentation comme des journalistes camerounais. Le directeur va plus loin et raccompagne notre équipe quasiment au portail. Notre présence l'indispose visiblement. Nous devons à présent rencontrer une source, près de l'hôpital, mais loin d'ici. D'après cette femme qui travaille à l'hôpital d'Ikita depuis près de 10 ans, il n'y a jamais eu d'accouchement de 9 enfants au sein de la formation hospitalière. Quite a mistake. So even that thing happened for the place where they married because Ayaye is married at Ikita. Yes. Who? The deputy governor is married Ikita. Even the last one where they born this number for this is on 46. Because at that time we don't say governor. You carry that children come straight with them wife. Where do they come? They come 3. I don't know whether person you're the one near Ikita. D'où vient donc cet acte de naissance de l'un des enfants que nous avons reçu lors d'un reportage et signé de l'hôpital de Ikita. En présentant le document à notre interlocutrice, elle n'exclut pas la piste d'un faux document monté de toutes pièces. Si ce document arrive à l'hôpital, le directeur voit ça, ou même le secrétaire, la personne qui l'a produit aura beaucoup de problèmes parce que ça engage l'hôpital. Il n'y a jamais eu cet accouchement à l'hôpital d'Ikita. Au Nigeria, pays fortement ancré dans les traditions africaines, les enfants sont une source de fierté et sont pour beaucoup un signe de bénédiction. Dans ce pays de 270 millions d'habitants, la venue au monde de nouveau-nés constitue en général des moments exceptionnels avec retrouvailles, chants et agapes au sein des familles et des communautés, mais pas seulement. À Oran, où nous avons rencontré quelques habitants, personne n'est informé de la naissance de nos nuplés. Tout le monde apprend l'information de nous. As a native of Oran, I have not heard or seen
Je suis une native de Oron. Je n'ai pas vu ni entendu parler d'une femme qui a accouché 9 enfants. En tout cas, pas ces dernières années à ma connaissance. Ici, quand tu accouches même 3 enfants, les autorités viennent à ta rencontre. Et puis je me demande comment c'est possible qu'une femme accouche 9 enfants et on la libère de l'hôpital de façon aussi banale. Si c'était le cas, elle serait restée à Akwa Ibom et les gens auraient célébré son accouchement pendant un certain temps. Beaucoup de blogueurs seraient en train de faire des reportages sur son cas. Or, je n'ai pas entendu un seul blogueur parler de cet accouchement. Je pense qu'il n'y a pas eu un fait pareil ici. Nous décidons d'en parler avec quelques médias locaux. Inspiration Radio est basée à Uyo, la capitale de l'état de Akwa Ibom. Cette station est spécifiquement dédiée aux problématiques touchant à la vie familiale. La directrice des programmes nous déclare que la chaîne n'a pas été informée de l'accouchement hors norme, objet de notre visite. Ce n'est pas tous les jours qu'une femme donne naissance à 9 enfants, d'accord? À notre niveau, lorsqu'on a ce type de fait, on fait des analyses. On invite un médecin pour expliquer à nos auditeurs comment cela s'explique sur le plan scientifique. Nous analyserons pour voir si c'est possible qu'une femme accouche 9 enfants d'un seul coup. Nous essayerons d'en savoir plus avec l'équipe médicale derrière. Nous allons à la rencontre de notre interlocuteur. Ce blogueur est parmi les plus en vue de l'état de Akwa Ibom. Nous l'avons contacté du Cameroun avant notre arrivée au Nigeria. Il a mené sa propre enquête sur une affaire qui, en temps normal, aurait dû faire la une de la plupart, sinon de tous les médias au Nigeria. My further investigation was I had to ask more and more. Il fallait déjà interroger des sources pour être sûr, parce que publier une telle information sans être sûr, ça peut créer un incident et puis beaucoup d'autres problèmes. Donc il fallait dans ce cas avoir assez d'informations sur ce que tu publies parce que c'est quelque chose pour lequel beaucoup de gens vont être intéressés. J'ai essayé d'enquêter. J'ai contacté au moins 3 personnes dans l'environnement de l'hôpital et j'ai eu la même information, à savoir qu'un tel accouchement n'a jamais eu lieu dans cet hôpital. Dans la zone de Oron, les affaires de trafic d'enfants ne sont pas rares. En faisant la recherche sur Google, nous avons recensé une dizaine de cas de trafic d'enfants dans cet arrondissement entre 2021 et 2023. My question now today, hospital. La question qu'on peut se poser, c'est comment cette dame qui dit avoir accouché à l'hôpital de Ikita est sortie de la ville de Oron sans que personne ne voie les enfants. Mais aussi sans que personne ne voie comment les enfants quittent l'hôpital. Parce que selon mes informations, personne n'est au courant de cette affaire. Au Nigeria, l'affaire des nonuplés n'a curieusement ni fait la une des médias classiques, ni celle des médias en ligne. Fait surprenant, ce n'est qu'au mois d'octobre 2023 dernier que quelques blogueurs nigérians ont annoncé l'accouchement inédit de Antonia Obianuju. Et pour évoquer cet accouchement survenu depuis le mois de mars 2023, les publications disponibles sur Facebook utilisent la photo de cette femme enceinte. Il s'agit d'une autre femme et non de Antonia. Le 21 août 2023, après la série de reportages dans les médias camerounais, la consul du Nigeria à Douala rend une visite de courtoisie à la famille. À l'occasion, nous lui demandons si les autorités nigérianes ont la certitude qu'il s'agit bien de 9 enfants sortis des entrailles de Dame Antonia. Et voici la réponse. Mon cher frère, c'est une œuvre du Seigneur. C'est ce qu'on appelle un cas de force majeure. C'est ce qu'on appelle une force majeure. Ce n'est pas une affaire qui relève du raisonnement humain. C'est une œuvre de Dieu. Donc nous ne saurons l'expliquer. Nous avons eu cette bonne nouvelle que nous célébrons tout simplement. We've seen it and we've welcomed it. It's a good one. Chez les médecins, l'accouchement de Antonia Obianuju est également une curiosité.
pour deux raisons principales. La première, c'est la voie d'accouchement. Elle affirme avoir accouché par voie basse ses 9 enfants, dont 6 filles et 3 garçons. Nous sommes allés à la rencontre du docteur Honoré Emapi, gynécologue depuis plus de 20 ans. Il est surpris par le cas Antonia Obianoudjou. Au cours de l'accouchement, il y a des contractions de l'utérus. Et les contractions de l'utérus se produisent chez un organe qui au départ était très petit, qui ne peut même pas entrer dans la paume d'une main. Alors il va se distendre pendant la grossesse et pendant le travail d'accouchement qui dure normalement 9 mois. Il y a des contractions qui sont douloureuses qui vont étendre les fibres musculaires de l'utérus et ça fragilise l'utérus. Lorsque il est déjà surdistendu, ça et qu'on vient y ajouter encore des contractions de l'utérus sous l'effet des ocytocines naturelles ou artificielles, je pense que le risque que l'utérus se fende ou se coupe, comme disent certains, il est beaucoup plus grand. Donc ça, c'est un gros risque qu'on prend en faisant un accouchement comme celui-là par voie basse. Autre chose, c'est le poids des enfants. On sait que si les enfants sont nombreux, c'est que forcément ils sont de petite taille. Et on nous a dit que les enfants, je pense qu'ils oscillent entre 1400 et 1800, je ne sais pas trop très bien. Mais donc, ce sont des enfants qui sont forcément prématurés, puisqu'elle dit qu'elle a accouché à 7 mois et demi. Donc, lorsqu'on fait un accouchement par voie basse, on fragilise les bébés. Le risque de souffrance chez les enfants, c'est quand même assez élevé. Le deuxième élément qui suscite des interrogations chez les professionnels de la santé, c'est le silence et accompagner un tel accouchement, s'il a eu lieu. Car en effet, la naissance simultanée de 9 enfants chez une femme est un fait rarissime dans le monde. L'un des cas dont la communauté scientifique se rappelle, c'est celui de Halima Cissé. En 2021, cette Malienne mettait au monde 9 enfants d'un seul coup après une évacuation au Maroc pour un plateau technique conséquent. Un accouchement par césarienne. De toute évidence, Dame Obianoudjou serait en principe un sujet d'étude pour la communauté scientifique si son accouchement avait eu lieu, explique le docteur Emapi. C'est quand même des faits inédits. C'est pas tous les jours qu'on va voir une femme qui va donner naissance à 7 enfants, 9 enfants. Donc ça quand même permet quand même de faire des recherches déjà sur la physiologie de cette femme, sur son utérus. Quel est cet utérus-là qui est en mesure de contenir 9 enfants et d'accoucher par voie basse sans aucun incident. Ça, on se pose quand même des questions sur cette femme-là. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Quel est son régime alimentaire? D'où elle sort? Est-ce que dans cette communauté, on fait beaucoup de jumeaux? Les femmes supportent autant des contractions, supportent autant de choses. Voilà les éléments qu'on recherche dans ce genre de situation. C'est clair que ça fait l'objet quand même des recherches. C'est une curiosité, c'est vrai, dans la population, mais c'est sûr dans la communauté scientifique. En vue de lever la controverse au sujet de l'affaire des nonuplés de Dame Antonia Obianoudjou, nous avons sollicité à maintes reprises une réaction des autorités nigérianes, mais en vain. Voilà qui renforce les interrogations au sujet de cette affaire qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. Comme nous l'avons signalé dans ce reportage, les autorités nigérianes sont très peu ouvertes à nos sollicitations dans le cadre de cette enquête. Très peu ont répondu à nos sollicitations, à nos demandes d'interview, à la fois au Nigeria et sur place, ici au Cameroun. Tout est donc flou, quelques certitudes tout de même. Dame Obianoudjou est arrivée au Cameroun par voie maritime après cet accouchement supposé. Elle est arrivée au Cameroun dans la zone, à partir de la zone du sud-ouest du Cameroun, par voie maritime donc, par pirogue. Elle a âgée de 45 ans d'après ses déclarations, dit avoir accouché par voie basse. C'est un fait surprenant pour la plupart. Sinon, tous les spécialistes gynécologues que nous avons contactés, une dizaine, dans le cadre de la préparation de cette émission, cela laisse prospérer un certain nombre d'hypothèses.
Est-ce une affaire de regroupement illicite d'enfants? À quelle fin? Quels sont les circuits et les acteurs de ce type d'activité? Quelle est l'ampleur de ce phénomène au Cameroun et en Afrique? Et pour répondre à ces préoccupations, nous avons invité sur ce plateau un défenseur des droits humains, Étienne Tassé. Bonjour et merci de nous honorer de votre présence pour nous éclairer sur ces faits. Merci d'être là. Merci, bonjour Donald Brice et bravo pour cette enquête de très haute qualité. Alors, vous êtes défenseur des droits humains, vous coordonnez l'ONG Journalistes en Afrique pour le développement, une ONG qui travaille depuis 20 ans environ sur les questions de défense et de promotion des droits de l'homme au Cameroun, mais aussi en Afrique centrale. C'est bien cela? C'est bien ça, oui. Vous êtes suffisamment imprégné de cette affaire. Vos premières observations, je rappelle que vous êtes d'abord journaliste de formation. On sait que les journalistes s'intéressent généralement et le plus souvent aux faits inédits, aux trains qui arrivent en retard. Il s'agit là d'un fait inédit, une femme qui est censée avoir donné naissance d'un seul coup à 9 enfants. En principe, ça devrait intéresser la presse audiovisuelle, cybernétique, la radio et tous les médias. Tout à fait. D'abord, avant de réagir sur l'enquête elle-même, je souhaiterais d'abord que vous me permettiez de vous adresser mes vives félicitations pour la qualité de ce travail d'investigation. Également, je souhaiterais également adresser mes félicitations au top management qui a dû déployer des moyens énormes pour vous permettre de conduire cette enquête. Nous souhaiterons en avoir comme ça de temps en temps dans nos médias. Sinon, par rapport au travail qui a été fait, j'avoue que vous avez eu vraiment le flair d'un journaliste d'investigation parce qu'au prime abord, et quand on parlait de cette histoire de 9 enfants dans les médias, peu sont ceux qui se sont posé la question à savoir si c'était vrai ou faux. Beaucoup ont cru à l'histoire. Et vraiment, si vous avez eu le flair d'aller, de saisir quelques incohérences et de pouvoir pousser plus loin, cela n'est qu'à votre avantage et je vous en félicite pour ça. Donc nous disions, c'est un fait qui est censé, s'il a eu lieu, s'il avait eu lieu, qui est censé intéresser au plus haut point la presse, qui s'intéresse à ces faits inédits. 9 enfants d'un seul coup, ça amène à s'interroger sur le peu ou sinon le désintérêt que les médias accordaient à ce fait. On a l'impression que les journalistes ont été prudents. Oui, je crois que, comme vous le savez, pour pouvoir oser aller un peu plus loin, il faut d'abord être un journaliste courageux, parce que là, quitter ici pour aller en terrain inconnu pour faire des reportages, il faut être vraiment courageux comme journaliste. Ensuite, il faut avoir les moyens financiers il faut des moyens financiers pour pouvoir se déplacer, pour aller à l'étranger pour une enquête. Et enfin, malheureusement, nous, journalistes, on est un peu habitués au reportage, à l'actualité chaude. On est très peu habitués au travail d'investigation. Je pense que c'est ça qui explique le fait que très peu de médias ont pu aller aussi loin que vous. Alors, vos observations après cette enquête, vous avez suivi les spécialistes, on va y revenir tout à l'heure. Mais vos observations en tant que journaliste, cette photo reprise par les blogueurs nigérians pour illustrer la période de grossesse de cette femme. Je rappelle que notre rédaction a sollicité, obtenu une photo de la grossesse de Dame Antonia Obianodio avant jusqu'à la diffusion de ce reportage. Quelles sont les zones d'ombre dans cette affaire qui méritent d'être soulignées à votre avis? Oui, d'abord, il y a cette photo-là, parce que normalement, il devait y avoir plusieurs photos prises au moment de la grossesse. Si elle n'en a pas, si elle hésite ou bien si elle hésite à vous l'offrir, c'est qu'il y a anguille sous roche, première chose. Deuxième chose, quitter le Nigeria par pirogue avec des enfants si petits et arriver ici comme ça, bon, c'est vraiment des questions se posent. Autre curiosité de ce qu'elle affirme, c'est d'abord le fait qu'elle, dans un premier temps, l'accouchement a eu lieu dans le sud-ouest et après elle se rétracte. Vraiment, c'est dès lors qu'il y a ce genre d'incohérence, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite,
et ce qui surprend le plus, et les médecins l'ont souligné, c'est qu'elles disent avoir accouché par voie basse. Les médecins l'ont suffisamment démontré, c'est vraiment presque impossible que d'accoucher tant de bébés par voie basse. Donc voilà autant d'incongruités. Vous arrivez sur le terrain au Nigeria, personne n'a entendu parler, aucun média et rien. Voilà autant d'incohérences qui montrent qu'il s'est agi certainement de bébés sortis tout droit des usines à bébés, comme on en a parlé plusieurs fois dans ce pays, le Nigeria. Alors, les spécialistes, on l'a entendu, sont surpris par le mode d'accouchement, principalement la voix basse. Pour 9 enfants, on a évoqué le cas de cette Malienne, Halima Cissé, qui a accouché en 2021 de 9 enfants, mais par césarienne, avec un plateau technique suffisamment relevé au Maroc, en Afrique du Nord. Il y a également donc cette voie par laquelle elle a accouché. Notre gynécologue l'a souligné, c'est un risque énorme que de faire accoucher une femme de ce type-là par voie basse. Il y a également la portée scientifique de cet accouchement. S'il avait eu lieu, ça ferait l'objet de recherches au plan médical. Oui, tout à fait. Toute la communauté scientifique devrait se ruer vers cette dame pour pouvoir faire des enquêtes, étudier, voir quelle est sa constitution physiologique, comment ça s'explique. Il y aurait eu plein d'articles scientifiques sur la dame en question. Ça ne pouvait pas se passer comme ça. Donc voilà, le fait que c'était la toute première fois qu'on entend parler de ça au Cameroun après 2 mois était déjà un signe qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, nous parlions d'hypothèses tout à l'heure. L'une des hypothèses, c'est qu'on est probablement en face d'une affaire de traite de personnes. Vous allez définir pour nous ce que cela signifie, puisque ça renvoie à beaucoup de choses. Est-ce que ça peut être le cas de cette affaire-ci? Alors, d'où viennent ces enfants? C'est la question principale que tout le monde devrait se poser. Les autorités vont certainement faire ce travail-là. Mais c'est quoi la traite des personnes? Est-ce qu'on peut évoquer cela dans ce cas-ci? Oui, tout à fait. La traite des personnes, c'est toute transaction qui se fait et dont l'objet de la transaction, c'est un être humain, qu'il s'agit des enfants, qu'il s'agisse des adultes. Quand c'est des adultes, on parle généralement d'esclavage, mais quand c'est il peut s'agir également des enfants, des bébés. Et ça, le Nigeria est l'un des pays connus en Afrique pour ce genre de crimes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des usines à production d'enfants au Nigeria. Il y a eu des enquêtes comme ça. Les autorités nigérianes ont dû saisir et faire fermer ces usines, c'est-à-dire que des gens qui kidnappent des jeunes filles à partir de 12-13 ans et les enferment et les violent pour qu'elles donnent des bébés qui seront ensuite revendus. Et je soupçonne que... On va revenir sur ce trafic dans la zone d'Afrique centrale, mais je souhaitais que nous fassions le point sur l'ampleur du phénomène au Cameroun. Est-ce que le Cameroun est totalement vierge en ce qui concerne la traite des personnes? Non, étant donné que régulièrement vous entendez parler de la disparition des bébés, des vols des bébés, des bébés, mais également des adolescents. Oui. Il y a quelques années, je crois dans les années 2010-2012, l'Organisation internationale du travail a fait faire des enquêtes sur le trafic des êtres humains ici au Cameroun, où on s'est rendu compte que des gens, des intermédiaires, avaient pour activité de faire venir des enfants des régions comme du nord-ouest
pour pouvoir les vendre en quelque sorte dans les grandes villes, pour que ces adolescents-là deviennent des domestiques. C'est un phénomène qui a été largement documenté, notamment par l'OIT. Donc, il y a ce cas. Il y a, en Afrique centrale également, très souvent, il y a des enfants qui étaient également vendus pour servir de domestiques dans des pays tels que le Gabon, au Congo. Et ces enfants-là venaient essentiellement de l'Afrique de l'Ouest. Donc, le Cameroun est même considéré comme un pays d'origine, en même temps un pays d'origine, un pays fournisseur et un pays à destination du trafic des enfants. Voilà. Alors, quels sont les acteurs qui animent ce type de réseau au niveau du Cameroun? On va parler de ce trafic au niveau transfrontalier. Oui. Mais au niveau du Cameroun, quels sont les acteurs qui animent ce type d'activité? C'est des officiels, c'est des acteurs économiques, c'est qui? Il y a un peu de tout. Il y a des gens qui servent d'intermédiaires, c'est-à-dire les intermédiaires qui ont pour activité de fournir les jeunes adolescents à ceux qui ont besoin de la main-d'œuvre, soit dans les plantations de café cacao, soit pour être domestique, soit également pour des crimes rituels. Ça, il y a aussi ces cas où les enfants sont achetés simplement pour des crimes rituels. C'est-à-dire pour être tués et oui, il y a ce cas-là, voilà, oui. Il y en a au Cameroun, mais il y a également ce phénomène qui a lieu dans un pays proche comme le Gabon, donc des enfants qui sont achetés, n'est-ce pas, pour servir de sacrifice, voilà. Et là, je n'ai pas encore entendu parler de ça au Cameroun, mais au Gabon, il y avait on a parlé des hommes politiques qui seraient impliqués dans ce genre de crimes. Donc au Cameroun, il y a ça. Bon, on peut parler des parents qui sont, parce qu'ils sont pauvres, cèdent facilement, n'est-ce pas, aux fausses promesses des intermédiaires qui leur disent ok, nous on va faire éduquer votre enfant, on va aller lui faire apprendre un travail dans les villes, il va travailler et puis vous aurez également, il va subvenir à vos besoins, n'est-ce pas? On convainc ainsi des parents très très vulnérables parce que très pauvres qui laissent facilement partir leurs enfants dans ce genre de trafic. Ouais. Alors, lorsque nous préparions cette émission, vous nous parliez d'un réseau bien huilé entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale en ce qui concerne le trafic des êtres humains. Oui, comme je le disais, il y a eu des études, notamment du département des États-Unis. C'est les États-Unis qui ont, l'ambassade des États-Unis qui a fait des études. Il y a eu également, comme je l'ai dit, l'Organisation internationale du travail qui a fait des études et il est largement démontré qu'il y a un très grand trafic d'êtres humains de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique centrale. L'Afrique de l'Ouest, il s'agit du Nigeria, du Bénin, du Togo, vers l'Afrique centrale. Et quand on parle de l'Afrique centrale, c'est essentiellement le Cameroun et le Gabon. Ça, c'est un phénomène qui a été largement documenté. Et dans le cas du Cameroun, il y a les récents chiffres que j'ai en tête, c'est les chiffres provenant du département d'État américain qui avance un chiffre en 2020, disait qu'il y a entre 600, la marge est très large, entre 600 et je crois 2 millions d'enfants qui seraient victimes de la traite au Cameroun. Au Cameroun. Oui, donc ce qui est quand même assez impressionnant. Ouais. Alors, quelle est la trajectoire de ces enfants ou d'autres catégories de personnes qui sont ainsi déportés de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique centrale? Généralement, ces enfants sont recrutés en Afrique de l'Ouest, sont acheminés par pirogue ou par bateau jusqu'aux côtes camerounaises et gabonaises. Et au niveau des côtes, il y a maintenant d'autres intermédiaires qui les récupèrent et qui sont chargés de les
de les placer, n'est-ce pas, dans les différents domiciles pour servir de domestiques, ou alors, dans le cas du Cameroun, pour travailler dans les grandes plantations de cacao. C'est les études. Une étude de, je crois, 2010, chiffrée, par exemple, disait que sur les enfants victimes de la traite au Cameroun, il y a 90% qui sont des enfants d'origine camerounaise, mais 10% qui sont d'origine d'Afrique de l'Ouest. Pour vous donner juste une idée des chiffres actuels. Ouais. Alors, ça signifie que c'est un réseau bien huilé puisque les postes frontaliers existent, la douane, la police des frontières est là. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est un réseau, un trafic qui se déroule à l'insu des autorités? Non, on ne peut pas le dire, étant donné que, vous vous souvenez, il y a eu, l'État camerounais a élaboré un plan, une stratégie nationale de lutte contre la traite des enfants, donc, qui devait couvrir la période 2013-2017. Bon, je ne sais pas quels ont été les résultats, mais je me dis, si l'État a élaboré une stratégie nationale de lutte contre ce phénomène, c'est qu'il est conscient que c'est un phénomène qui existe. Voilà. Ouais. Alors, quels sont au niveau d'implication des autorités? On peut penser qu'il y a une complicité bien établie au sein de l'administration. Bon, pour le moment, bon, on ne peut pas dire, on ne peut pas parler d'une complicité, mais il y a peut-être certains fonctionnaires corrompus, certainement peuvent faciliter ce trafic, mais c'est d'ailleurs pour cela que les Nations Unies, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies insiste que le Cameroun puisse davantage mettre les moyens au niveau des enquêtes, que les enquêtes se fassent dans tous les cas pour pouvoir arrêter tous ceux qui sont impliqués dans ce trafic, les juger et qu'ils soient punis, d'autant plus que le Cameroun a quand même des lois qui répriment ce trafic. Et donc, c'est pour dire que certainement, ce qui doit freiner les résultats, c'est d'abord parce que ça demande quand même les moyens. Je ne suis pas sûr que notre police a toujours tous les moyens qu'il faut pour pouvoir traquer ce genre de phénomène. Et surtout ce qui plombe nos activités, souvent, c'est la corruption. C'est-à-dire que quelquefois, quand on arrête, quand on interpelle les criminels qui sont impliqués dans ce trafic-là, ils ont tout fait de s'en sortir grâce à la corruption. Je crois qu'il y a ça. Donc c'est pour ça qu'on souhaiterait s'interroger vraiment sur les résultats, de la stratégie nationale de lutte contre le trafic des enfants que le Cameroun avait adopté. Vraiment, je n'ai pas fait une étude pour savoir quels ont été les couacs, mais la conscience et les résultats restent mitigés. Vous savez, je vais prendre un cas que nous tous connaissons, la disparition du bébé de Vanessa Tchachou, dont on a parlé. Vous savez qu'il y a eu des enquêtes, mais les résultats ont laissé les Camerounais général assez sceptiques. Alors, on souhaiterait que quand il y a un cas comme celui-là, que les enquêtes soient conduites avec transparence, qu'il y ait une publicité autour de ces enquêtes-là, et que finalement, les coupables et les commanditaires soient arrêtés et punis conformément à la loi, pour pouvoir rassurer tout le monde. Mais dès lors qu'on a très peu d'informations sur des cas qui sont dénoncés, dès lors que, en cas de procès, l'opinion publique a toujours des doutes sur la responsabilité finale, ça fait qu'on a l'impression que la lutte n'est vraiment pas assez volontariste. Alors, le Cameroun est parti à plusieurs textes internationaux en matière de protection, défense des droits de l'homme.
pour ce cas-ci, c'est un cas probable de trafic de personnes. Quels sont ces textes? Est-ce qu'on peut les énoncer et les expliquer? Oui, en fait, le Cameroun dispose de textes aussi bien sur le plan national que des textes internationaux qui répriment la traite des êtres humains en général. Déjà au plan interne? Oui, au plan interne, il y a le code pénal qui, je crois, son article 342, alinéa 1, réprime la traite des enfants aussi bien pour des raisons économiques, des raisons d'exploitation sexuelle et autres. C'est réprimé. Il y a même une loi de... il y a une loi de 2005 qui réprime spécifiquement la traite des enfants, qui est dédiée à la répression de la traite des enfants. Et cette loi punit jusqu'à de 10 à 20 ans tous ceux qui sont impliqués dans le trafic des enfants. Une loi qui n'est pas très connue, hein? Oui, ce n'est pas très connu, malheureusement. Et ça, c'est pour ça qu'on demande que les enquêtes sur ce plan soient beaucoup plus transparentes. Donc il y a cette loi, on peut également évoquer le code de travail, qui réprime le travail des enfants, c'est-à-dire le travail des enfants qui ont moins de 14 ans. Mais là, c'est sur le plan interne. Oui. Bon. Maintenant, sur le plan international, il y a la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant qui avait été signée et ratifiée par le Cameroun, qui réprime ce crime-là. Il y a également son protocole additionnel, le protocole additionnel à cette convention relative aux droits des enfants, qui... C'est dans les années 90, me semble. Oui. Le Cameroun l'a ratifié, je crois, en 2005, et a également ratifié la convention même, je crois, en 1993, voilà. Donc, il y a ce texte, il y a la convention, je crois, 182 de l'OIT sur le pire travail des enfants, les pires formes de travail des enfants. Parce que dans les pires formes de travail des enfants, on inclut l'exploitation sexuelle, le travail forcé et autres. Donc, il y a plein d'autres textes, je n'ai cité que les plus courants. Voilà, ouais. Alors, les moyens de lutte, on voit très bien que ces textes-là n'arrivent pas à freiner le déploiement de ce phénomène. Qu'est-ce qu'il faut adjoindre à ces textes pour plus d'efficacité? Non, je crois que les textes là, ce qui manque, c'est plutôt une certaine volonté, une volonté politique de prendre à bras le corps ce phénomène. Et prendre à bras le corps ce phénomène, il faudrait qu'on soit capable, il faut que l'État s'engage à poursuivre tous les cas, arrêter tous ceux qui y sont impliqués et les juger lors d'un procès vraiment transparent et public. De telle sorte que l'opinion publique soit informée de ce qui se passe, qu'est-ce qu'on reproche. Et d'ailleurs, c'est à travers ça d'ailleurs que l'État pourrait en profiter pour pouvoir vulgariser tous les textes dont je parle. En dehors de ça également, je crois que l'État gagnerait également à organiser, n'est-ce pas, des séminaires de formation, des hommes des médias, des forces de l'ordre, de tous ceux qui peuvent impliquer dans cette lutte pour que ces textes soient davantage vulgarisés. Donc, pour me résumer, deux choses à faire. Une volonté politique de lutter de façon transparente contre ce phénomène et puis vulgariser les différents textes qui le répriment, tant au niveau des forces de l'ordre, du personnel de la justice que des médias qui doivent les vulgariser. Peut-on compter sur les officiels pour lutter contre cette impunité? Je pose la question parce que nous parlons tout à l'heure de ces complicités probables dans l'administration. Oui, je comprends, mais personne ne peut lutter contre des crimes
que l'État, il n'y a que l'État qui peut lutter efficacement contre les crimes. D'autres personnes, des particuliers ne peuvent qu'appuyer, sensibiliser, mais celui qui a les moyens qu'il faut pour pouvoir lutter contre le phénomène, c'est l'État. Donc nous pouvons plutôt espérer, et je dis que ce n'est pas je dis que l'État avait déjà initié une stratégie nationale. Ça veut dire que l'État en était conscient et a voulu effectivement mener des actions. Voilà, mener des actions. Maintenant, les résultats, on peut s'interroger. Mais on peut également souhaiter que l'État prenne conscience et peut-être parte de votre enquête là pour se dire qu'il faudrait peut-être élaborer un autre plan, n'est-ce pas, de lutte contre la traite des enfants au Cameroun, puisque le phénomène continue. Il y a ces questions de la vulnérabilité économique des familles. Vous l'expliquiez tout à l'heure, ces familles qui, du fait d'être déshéritées, n'avoir pas de besoin, de moyens de survie, se laissent aller à ces trafics. Comment est-ce qu'on adresse cette question? Non, là, il faudrait davantage prendre des mesures contre les intermédiaires. Parce qu'il y a des intermédiaires qui viennent, qui convainquent ces familles-là que en leur laissant leurs enfants, les enfants seront entre de bonnes mains. Et c'est souvent en toute naïveté que les familles acceptent et laissent partir les enfants. Donc il faudrait plutôt réprimer les intermédiaires qui s'enrichissent grâce à ce crime. Parce que c'est un crime assez odieux que de vendre un être humain, même s'il n'était pas enfant, même s'il était adulte, c'est un crime. Alors, le phénomène, on le voit bien, il est transfrontalier, il est supranational. Est-ce qu'il n'y a pas des actions à mener au niveau sous-régional, au niveau à l'échelle peut-être de l'Afrique centrale? Oui. Entre les États? Oui, tout à fait. Pour coordonner les actions à mener? Oui, tout à fait. Je pense que pour pouvoir mieux lutter contre ce phénomène, il faut en réalité une collaboration entre les différents pays, parce qu'on s'est rendu compte que c'est un phénomène, c'est-à-dire il y a des enfants qui peuvent quitter du Cameroun et être vendus dans des pays frontaliers. Et notamment la collaboration au niveau d'Interpol, au niveau de la police, pour pouvoir réprimer ce genre de crimes. Il y a aussi, je crois que je dois le souligner, le phénomène, la crise qu'il y a dans le nord-ouest et le sud-ouest a également favorisé le trafic des enfants, parce qu'il y a eu des déplacés, et dans les régions où vivent les déplacés, compte tenu de leur vulnérabilité, des difficultés économiques auxquelles ils font face, beaucoup sont tentés à laisser leurs enfants comme ça, et soit contre argent, soit simplement se laissent duper par ce genre d'intermédiaires qui recrutent leurs enfants qui font l'objet de cette traite. Donc cette situation de crise également sont les facteurs? Oui, voilà, oui, c'est des facteurs, oui, de la crise, le déplacement de population. L'aggravation du phénomène. Oui, le manque d'éducation, même dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest où l'administration est peu présente, ça fait que les enlèvements prospèrent dans ces régions-là en toute impunité. Parce qu'il n'y a plus, la police n'est plus assez présente comme avant, ni l'administration. C'est autant de facteurs qui favorisent la multiplication de la traite des enfants. Étienne Tassé, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'ONG Journalistes en Afrique pour le développement, en abrégé JAD. Vous souhaitiez dire un dernier mot? Oui, mon dernier mot, c'est que vous puissiez continuer dans cette voie, c'est-à-dire à mener des investigations sur le problème épineux des droits humains, afin que non seulement les vérités puissent être révélées au public, parce que votre travail, tel que j'ai vu dans cette enquête, c'est non seulement de traquer la vérité là où elle est cachée, mais également d'informer, n'est-ce pas, le public qui a besoin d'être mieux éclairé. Et ça, c'est le travail du journaliste d'investigation
mon souhait, c'est que vous puissiez continuer, qu'au-delà de ces thèmes, que prochainement vous puissiez aborder d'autres thèmes sur les violations des droits humains. Voilà. Merci d'être venu. Nous voulions, avant la fin de ce programme, préciser que nous avons discuté avec une dizaine de médecins dans le cadre de la préparation de cette émission. Médecins, gynécologues, s'entend. Aucun d'eux n'a accepté de venir sur ce plateau expliquer au plan scientifique les possibilités d'avoir 9 enfants d'un seul coup pour une femme. Ceux qui avaient accepté de venir se sont débinés donc à la dernière minute, et nous n'avons pas pu avoir d'experts sur ce plateau, experts du secteur de la santé donc sur ce plateau. Nous tenions à le dire et à interpeller l'Ordre national des médecins du Cameroun et les autorités camerounaises sur cette affaire d'accouchement supposé de 9 enfants au Cameroun, et nous ne prétendons pas avoir répondu à l'ensemble des questions qui se posent autour de cet accouchement, et c'est aux autorités de poursuivre ce travail que nous pensons avoir simplement commencé. Madame, Monsieur, merci d'avoir été au rendez-vous de ce numéro de Affaires non classées sur Equinox Télévision. Rendez-vous dans le prochain numéro. Bonsoir à tous.